Bien. On va laisser Mme Maria s'installer. Bien, de toute façon, c'est pas un outil indispensable à la tenue de ce conseil, mais quand on s'habitue et quand on trouve ça confortable, effectivement, après, on peut s'en passer. Messieurs, dames, bonsoir. 14 avril 2021, séance du conseil municipal, 18h, séance un petit peu avancée. Nous permettre de tenir nos travaux dans des délais raisonnables, avec certainement les contraintes du confinement. Je signale à tous les élus qui seraient peut-être embêtés, qui peuvent bénéficier, ça a dû leur être envoyé, d'une dérogation pour assister à des séances publiques. Il ne m'écoute pas. Oui, non. Non, ça n'a pas été envoyé? Non. Après, c'est accessible, bien sûr. Mais comme il faut en règle générale la convocation, vous l'avez eue. Voilà, sachant que les polices, les contrôles de police ont été renforcés sur notre département et que certains ont suivi les contraintes assez récemment sur notre commune. Nous agissons dans le cadre de ces contraintes sanitaires avec la tenue des gestes barrières, il y en a certains qui devraient peut-être certaines de plus, sous séance publique, puisque je n'ai pas pris de décision de ne pas inviter le public. Donc ce qui permet au public, dans des contenus raisonnables, d'être présent et je l'en remercie. Nous avons un ordre du jour relativement léger ce soir, mais sur lequel nous devons quand même porter attention. Vous l'avez sous les yeux, vous en avez pris note, vote des taux d'imposition, affectation des bourses aux étudiants, forfait communal pour l'orgueil et Cacheteval et attribution de fin de stage pour de Mme Lèze. Il m'a été fait part d'une procuration de Nathalie Dercourt donnée à Laetitia Guédon en bonne et due forme, ça a été contrôlé, et de Bruno Sarowski qui a donné procuration à Laurent Juel. C'est bien ça? C'est bien ça? Voilà. Il convient qu'on désigne parmi nous un preneur de notes pour les comptes rendus. Je vous propose, mais j'aurai le loisir d'y revenir, de choisir Madame Guédon comme secrétaire de séance, sachant que derrière, effectivement, nous nous évertuons, et c'est peu de le dire, d'avoir des comptes rendus qui nous permettent de les valider en conseil municipal. Alors, ça fait partie toujours des premières choses que nous faisons. Ces comptes rendus, nous en avions deux dont on pouvait prendre connaissance, ça ne porte pas voix au vote. Deux comptes rendus, celui du 24 février et celui du 13 mars. Alors, pour ce qui est celui du 24 février, d'ailleurs pour les deux, un certain nombre d'observations ont été amenées de la part des élus d'opposition. J'ai bien cru comprendre qu'il fallait que dorénavant j'appelle les élus d'opposition groupe AETSEN. C'est bien ça? Oui. Je vous interroge. Non, c'est pas ça, c'est que soit indiqué sur le compte rendu au moment des votes qui est écrit AETSEN. Donc c'est groupe AETSEN que vous voulez. Voilà. C'est ça? Juste ça, oui.
J'ai pas bien compris. Oui, s'il vous plaît. Oui. Je pense que personne ne pourra redire sur ce vocabulaire. Alors c'est vrai, vous en aviez comment? Il faudra les 3 noms en plus du groupe ASN. Voilà, il faut les 3 noms en plus du groupe ASN. C'est vrai qu'à partir de 1, on est déjà un groupe. Donc à 3, on est forcément un groupe. Mais il faudra les noms dans tous les cas. Voilà. Je pense que ça ne porte pas de commentaires particuliers, si ce n'est que nous essaierons de faire le maximum, au maximum plaisir au groupe de coédition ASN. Et puis ensuite, sur ce compte rendu du conseil municipal du 24 février, et bien alors là, jusqu'à la 12e délibération, tout va bien. Et puis à partir de la 12e, à la 13e, à la 16e, à la 17e, nous avons reçu une page et demie d'observation nous permettant, on va dire, d'amender ce compte rendu du conseil municipal. Alors, vous vous rappelez que déjà au dernier conseil, je m'étais étonné de l'utilisation de certains vocabulaires et j'avais dénoncé le caractère suspicieux du travail qui était mené dans la rédaction de ces comptes rendus, parce qu'effectivement, il ne me semblait pas, à la lecture des comptes rendus, qu'ils étaient si éloignés que ça des débats que nous pouvions tenir. Mais je constate que malgré nos efforts pour donner le maximum à comprendre à nos concitoyens ce qui se passe à l'intérieur de ce conseil, au-delà de l'enregistrement, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard, en accès privé, mais que tout le monde peut consulter, il m'avait semblé que nous recherchions des modalités de simplification pour permettre aux uns et aux autres d'avoir quand même une vision à peu près objective de ce qui se passait. J'ai bien peur que cet objectif soit largement érodé, ou en tout cas transformé, puisque 13e délibération, il faudrait remplacer le texte suivant. Monsieur le maire rappelle qu'à ce jour, il existe une majoration de 25% et que le groupe majoritaire souhaite augmenter cette majoration. Monsieur Campendegui se réjouit de cette annonce. Monsieur le maire interroge le groupe d'opposition pour connaître dans quelle mesure il souhaiterait voir évoluer cette taxe. Monsieur Campendegui rappelle qu'à l'époque de la première majoration, ils avaient souhaité aller au maximum possible, à savoir 60%. Il indique que le groupe d'opposition, au risque de contrarier le groupe majoritaire, souhaiterait majorer de 60% cette taxe. Ça, c'est ce qui est écrit dans le compte rendu qui vous était proposé. Et il faudrait la remplacer par le texte suivant. La proposition de délibération portée par la majorité municipale n'indique pas de taux de majoration. Après lecture de la... Oui, alors ça, c'est effectivement... C'est dans le corps de la délibération. Il eût été inscrit un taux de majoration, je suppose que ça aurait permis un grand débat, un magnifique débat, parce que justement il n'était pas inscrit. Alors même quand il n'est pas inscrit, ça porte à débat. Après lecture de la délibération par M. Di Fabio, Monsieur le maire se tourne vers le groupe ASN pour connaître leur positionnement. J'aurais tendance à dire que si je me tourne, ils sont plutôt à ma droite ou plutôt à ma gauche. Excusez-moi. Monsieur Capeneghi, je préfère en rire. Monsieur Capeneghi lui répond qu'en 2017, le groupe ASN avait proposé une majoration de la taxe à 60% et que la majorité avait décidé une majoration à 25%. Monsieur le maire rejoint le groupe ASN pour cette majoration de taxe à 60%. Monsieur le maire rajoute que cette délibération est à son sens cosmétique à plus d'un titre et symbolique. Oh, je pourrais même en rajouter beaucoup plus. Parce qu'effectivement, je vous ai signifié pourquoi cette délibération a été prise. Et si nous nous sommes rejoints, comme il est mentionné ici, c'est peut-être tout simplement parce qu'il nous a paru opportun à un moment donné de partager avec cette délibération une idée commune qui concerne, et je crois que c'était comme ça que je l'avais évoqué, la problématique de l'habitat sur notre territoire.
Alors, pour cette délibération, comme pour les autres, d'abord je m'étonne que dans un souci de simplification, on soit encore obligé de revenir, non pas à la virgule, là on bataille plus sur des virgules, rappelez-vous, on avait fait 1 heure sur des virgules et des points-virgules. Mais, chasser le naturel, et apparemment il revient en galop, là c'est sur des problématiques de formulation. À ce petit jeu, excusez-moi, on va faire sourire nos concitoyens et ils vont se dire qu'on a vraiment, décidément, beaucoup de temps à faire sur des considérations qui ne les intéressent pas beaucoup. Alors, que faire, que dire? Parce que je pourrais continuer, et à la limite, vous voyez, c'est même pas cette expression-là qui me gêne, c'est sur la 17e, remplacer le texte par le texte, et là, alors là, excusez-moi, mais c'est la caricature de ce pourquoi vous considérez qu'elle fait un compte rendu, c'est-à-dire une vitrine de vos opinions que vous avez le droit de tenir, hein, que vous tenez, c'est pas le problème. Mais est-ce que c'est bien dans la place d'un compte rendu que ça doit être exprimé? Encore une fois, pour moi, un compte rendu, ça ne doit pas être du mot à mot de ce qui s'est dit, parce qu'on ne s'en sort plus, et ça, on en avait convenu. Ça doit être dans l'esprit de comment se sont tenus les débats, etc., etc. Et ça ne doit pas être, je vais juste me terminer, s'il vous plaît, Madame Charbon, s'il vous plaît. Et je vous laisserai la parole, n'ayez crainte. Mais ça me désespère un petit peu, pour tout vous dire. Et si je prends encore ce temps-là, c'est pour vous dire que jusqu'à maintenant, j'ai toujours été dans le sens de vos observations, commentaires, etc. Et que j'ai toujours demandé à ce conseil de rajouter ce que vous aviez à rajouter, parce que ça ne me semblait pas être de la plus haute importance. Par contre, là, j'y vois encore une dérive, et franchement, ça m'exaspère un petit peu. Donc, Madame Charbois, je vais vous laisser la parole, avant de conclure sur cette affaire. Et je vous dirai comment je souhaiterais conclure. Madame Charbois. Bien, d'abord, je voudrais poser la question, puisque vous n'êtes jamais content de nos remarques, pourquoi vous nous demandez nos positionnements, nos avis sur les comptes rendus? Ensuite, sur ces 2 derniers comptes rendus, à mon sens, c'est comme si vous n'étiez pas capable de travailler avec l'opposition, parce que dans ces 2 derniers comptes rendus, à chaque fois que nous avons émis des idées, des remarques sur des documents, tout est minimisé. À la fin, vous parlez de la fin, par exemple, sur le PDU, on a quand même eu un débat assez long. C'était assez intéressant d'ailleurs, la plupart du temps vous avez commenté chacun de mes points, et dans le compte rendu, il est minimisé, mais le plus court possible. Je pense que si vous pouviez mettre juste 6 mots, vous auriez mis 6 mots. Et ça minimise tout le travail que nous on a fourni. Donc non, je ne suis pas d'accord. Et en plus, il y a des choses qui ont été retranscrites de manière fausse. Totalement fausse. Alors allez-y. Donc vous avez le corrigé, voilà. Par exemple, vous avez marqué gratuité pour les autoroutes. Non, c'était pas ça le propos. C'était, on avait pensé à l'époque des municipales que la rocade gratuite c'était une bonne idée, mais qu'actuellement on se rend compte que c'est encore utiliser la voiture. Donc on est en réflexion. Donc c'était pas ça du tout l'idée. À la fin aussi, par exemple, par rapport à la SNCF, je l'ai dit moi, que c'était du ressort de la région. Et vous clôturez en disant, monsieur le maire dit que c'est du ressort de la région. Ça me fait passer un peu pour une idiote. Donc non, je ne suis pas d'accord. Donc il y a une vidéo, il faut s'en servir pour retranscrire les choses honnêtement. Voilà, c'est tout. Bien. Alors, premièrement, si l'objet d'un compte rendu c'est de faire passer les gens pour des idiots, effectivement, là, il y a un problème. Et c'est pas du tout le cas. Après, vous savez, je dis toujours à mes collègues, notamment ce qui concerne les articles dans la presse, etc., que nous ne sommes pas les mieux placés
faut lire ce qui est écrit dans la presse, parce que nous y sommes impliqués, ça fait partie de notre quotidien, nous avons une très bonne information de ce que sont les dossiers, et que parfois, par souci d'économie de mots, pour essayer d'aller plus vite, ben oui, on fait des synthèses, on essaie d'aller au plus efficace, mais c'est pas pour ça que je remets sans arrêt en cause ce qui peut être écrit dans une presse ou dans l'autre, à part quand c'est mensonger. À part quand c'est mensonger. Et parfois, il s'est trouvé que c'était mensonger. Ici, j'ai pas l'impression qu'on ait affaire à ce type de dérive. Il n'y a pas de mensonge. Il y a peut-être des oublis. Nul n'est parfait. Il y a peut-être des synthèses trop rapides. Il y a peut-être des débats, et je vous l'avais signalé la dernière fois, qui peuvent être tenus dans d'autres instances, mais qui, au sein d'un conseil municipal, qui concerne les affaires de la commune, et quand on est sollicité de la commune au travers des plans qui sont ceux de l'agglomération, c'est-à-dire toujours avec ce prisme. Quand on me parle des transferts régionaux, effectivement, excusez-moi, ça ne concerne pas directement la gare d'Aix. Ça concerne la population d'Aix, j'en suis bien d'accord, mais comment dire, cette mauvaise habitude qu'on pourrait avoir, et que j'espère ne pas avoir, de prendre le conseil municipal comme une tribune politique, je pense qu'il faut s'écarter de ces fonctionnements-là. Excusez-moi, le conseil municipal, à défaut de vous contrarier, n'est pas un espace de tribune politique, n'est pas un espace de vitrine politique. C'est l'instance qui gère les affaires de la commune. D'accord? Alors, il y a plusieurs façons de faire un compte-rendu. Le conseil municipal, je me suis un peu penché dessus, est tenu, et c'est une réponse, c'est une question écrite au Sénat, de faire un procès verbal et un compte-rendu. Je crois qu'il y a les deux choses qui doivent être faites. Moi, il me semble, et là, vous voyez, je vais battre ma coupe, il me semble qu'aujourd'hui, les documents que nous mettons à votre appréciation, parce qu'il ne s'agit jamais que d'une appréciation, et que oui, ils sont donnés à lecture publique par le biais de nos sites internet ou par le biais de l'affichage devant la mairie, ces documents sont certainement à revoir dans leur forme. Et je le dis aussi simplement que ça. Pourquoi? Parce qu'ils provoquent, je dirais plus chez vous que chez nous, mais ils provoquent une sorte de susceptibilité permanente. Et au même titre que vous avez dit, vous avez l'impression que j'ai du mal à travailler avec une opposition, je vous encourage à travailler avec la majorité. Il y a vraiment d'autres choses à faire que de se chicailler sur des mots, de tournure de phrases, des virgules, des points-virgules et des guillemets. Excusez-moi. Donc, ce temps que l'on passe à ça, je veux bien, hein. Est-ce qu'il participe on va dire, à notre action ou à la transparence que l'on doit à nos concitoyens dans les débats qui participent à ce conseil municipal? Vous avez eu une excellente idée, et je remercie M. Toyer, qui est là régulièrement, de mettre à disposition des AESTAR l'intégralité des débats filmés, ou en tout cas des séances filmées. J'y vais à quelques reprises pour savoir exactement quelle a été la teneur des échanges, que je n'ai pas pu comprendre peut-être sur le moment, comment les uns et les autres ont répondu, pour essayer d'améliorer aussi la qualité de ce débat. Je regrette parce que sur le compte rendu du dernier conseil, celui du 13 mars, sur lequel vous avez fait aussi des observations, je regrette très sincèrement de ne pas avoir eu la possibilité d'aller chercher un petit peu plus, non pas que j'ai un problème de confiance, mais soit à un moment donné on n'a pas vécu la même chose, soit c'est de l'interprétation, mais je n'ai pas vu la séance sur YouTube. Alors est-ce que quelqu'un peut me confirmer si elle y est ou pas? Elle n'y est pas? Pas encore? Non. C'est dommage. Il y a deux fois celle du en fait, février. Je peux parler?
Ben, J'aurais préféré... Ah ben ok. Merci. Gaël, tu expliques le truc, c'est tout? Oui, non, vous n'êtes pas conseiller municipal, pas encore, monsieur Touillet, mais j'aurais préféré que ce soit l'élu qui nous avait fait cette proposition qui puisse nous dire pourquoi il n'y est pas. Sur celui du 13 mars, il y a eu un problème technique, donc il n'est pas en ligne. Ah, il y a eu un problème technique. C'est ça? Oui. Et donc on ne le verra pas? Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Vous avez l'image et pas le son. Ah, donc c'est un peu embêtant. c'est déjà Mais beaucoup moins intéressant. Il y a la vidéo. C'est déjà beaucoup moins intéressant. Non, c'est déjà beaucoup moins intéressant parce que quand j'ai relu, alors, à titre d'exemple, les subventions pourraient être modulées selon les points suivants. L'utilité de l'association pour les ASTAR et la vie du village, oui, ça a été dit. La santé financière de l'association, les besoins sont-ils réels ou non? Ça a été dit, il y a même eu un débat par rapport à ça. La pertinence des projets à venir par l'association. Par exemple, un voyage à l'étranger partant de Covid-19 a peu de chances d'aboutir, surtout par exemple en Italie où l'épidémie fait rage. Alors voilà, c'est entre guillemets pour le coup. Et j'ai pas du tout l'impression que c'est ce qui a été dit et exprimé pendant ce conseil. Alors là, ça va être parole contre parole, mais je vais répéter la pertinence des projets à venir par l'association. Par exemple, un voyage à l'étranger partant de Covid-19 a peu de chances d'aboutir. Et l'explication, alors celle-là, moi j'avoue que, surtout par exemple en Italie où l'épidémie fait rage. Alors peut-être que ça a été dit, mais en tout cas, de mémoire, pas du tout de cette façon-là. Mais pas du tout. Alors ça me pose un vrai problème là. Parce que, effectivement, moi je crois qu'il faut le faire de la façon la plus sincère, la plus honnête, la plus transparente. Je crois avoir dit que c'était dans un esprit et pas dans un mot à mot ou dans une transparence totalitariste. Je ne suis pas sûr que ça a été vraiment dit dans ces termes-là. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait peut-être trouver un juste milieu entre zapper toutes mes remarques pour faire un barème pour l'attribution de subventions aux associations. Il n'y a aucun point qui a été édicté dans votre compte-rendu. Par contre, c'est bien développé quand M. Goyetch s'est scandalisé au sujet du voyage en Italie, parce qu'il a bien pris ça pour détourner l'attention de ce que je venais de dire. Donc là, le voyage en Italie, là, il y a un paragraphe comme ça, mais mes remarques qui pourraient être utiles pour faire avancer les choses dans le bon sens, elles ont été effacées. Mais est-ce qu'on vous fait un procès sur vos remarques pour faire avancer les choses dans le bon sens? Est-ce qu'on vous fait un procès sur ça? Est-ce qu'on pourrait trouver une solution? Par exemple, au lieu de faire des comptes rendus qui nous font faire trop de travail à chacun, est-ce qu'on ne peut pas juste faire un procès verbal? Alors, et le diffuser? Ah, mais heureusement que vous êtes là, comme vous avez dit la dernière fois. Et oui. C'est bien ce que vous avez dit. Ça, je l'ai revu dans la vidéo, parce que c'était fabuleux aussi. Alors, oui, moi, je vais creuser un tout petit peu cette réponse du Sénat sur cette nuance à prendre en compte entre ce qui est le procès verbal et le compte rendu. Et je vais en revenir au terme de la loi. Et je vais vous proposer, y compris pour ces deux comptes rendus-là, ce qui est prévu dans le cadre de la loi et strictement dans le cadre de la loi. D'accord? C'est-à-dire que je vous ai dit, j'étais exaspéré de différentes choses, mais vous voyez, la dernière fois j'ai dit que vous étiez sans arrêt sur un registre de la suspicion. Et là, vous démontrez que vous êtes dans ce registre de la suspicion, comme quoi vos débats, vos interventions ne sont pas suffisamment relayées, expliquées. Non, il y a des mairies qui diffusent des procès-verbaux, c'est pour ça. Pardon? Il y a des mairies qui diffusent des procès-verbaux de conseils municipaux. Eh bien, moi, ce que je vais vous proposer, c'est... Oui, mais... Moi, ce que je vais vous proposer, c'est d'en revenir exactement, y compris pour ces deux procès-verbaux-là, exactement à ce que dit la loi. Et chacun sera libre, au-delà, on va dire, des documents qui seront présentés ici, et qui, je vous l'assure, vont être à l'image de certaines mairies, ou en tout cas à l'image de certains documents qu'on peut voir ailleurs. Et c'est peut-être par, on va dire, d'ailleurs moi j'ai voulu, peut-être parce que je suis quelqu'un de simple, permettre à tout un chacun d'avoir le maximum d'informations,
Mais au vu des contraintes que ça pose, j'ai bien peur d'avoir été un peu naïf. Vous voyez, je le dis aussi clairement que ça. Et je vais en revenir à des choses beaucoup plus administratives peut-être, libre à chacun ensuite de faire les commentaires qu'il voudra, les rapports qu'il voudra, les communications qu'il voudra, au-delà des délibérations qui seront prises ici et sur lesquelles la loi nous invite à établir un procès verbal, la loi nous invite à établir un compte rendu, la loi, dans cette réponse au Sénat, à légiférer, et malheureusement, on vit des contraintes, parce que j'appellerais le plus petit commun dénominateur, et c'est ce que je vais m'attacher à faire, y compris pour ces deux projets de compte rendu, afin de vous les soumettre une prochaine fois, parce qu'il n'est pas question aujourd'hui, et je vous le dis aussi simplement que ça, de laisser penser que vous pourriez, comment dire, travestir un certain nombre d'éléments qui se sont tenus au sein de cette Assemblée en les convertissant en forum politique ou en vitrine politique. Donc, nous n'allons pas prendre acte de ces comptes rendus aujourd'hui, ni pour celui du 24 février, ni pour celui du 13 mars, parce que j'aurais souhaité véritablement, et ce que j'ai toujours fait d'ailleurs, à chaque fois que vous avez fait des observations, on les a intégrées. Mais là, franchement, il y a encore une dérive, et cette dérive, je ne l'accepte pas. Donc je reviendrai stricto sensus à ce qui est dit dans le cadre de la loi, et vous proposerez des comptes rendus qui seront ceux que le contrôle de légalité peut accepter, et qui feront, je suppose, majorité au sein de ce Conseil, que je regrette parce que c'est une attitude par défaut qui ne participe pas pleinement à la sérénité des travaux que nous avons amenés ici. Voilà. Un commentaire, monsieur Dame ? Voilà. Je vous remercie. Nous remettrons donc ces deux comptes rendus dans une forme. Alors, désolé pour ceux qui ont fait ce travail-là, hein, et qui est un travail effectivement coûteux pour travailler ces éléments-là, mais nous reviendrons à des formes peut-être, comment dire, moins naïves ou plus académiques, peut-être. Enfin voilà, et chacun sera libre d'en tirer les conclusions qu'il souhaitera. Je passe donc au compte rendu des décisions du maire. Alors, une décision très très importante pour nos services techniques et pour j'ai demandé à ce qu'on achète une élagueuse sur perche chez l'entreprise Michel Motoculture pour un montant total de 650 € hors taxe, qui fait un montant total TTC de 780 €. C'est un outillage dont ils ont besoin pour entretenir notre village. Si elle est sur perche, c'est parce que je suppose qu'il faut aller entretenir un petit peu plus haut qu'à hauteur de bras. On ne peut pas forcément utiliser de nacelle. J'en profite pour dire qu'il y a là aussi des réglementations assez précises sur l'entretien des arbres en bordure de propriété qui viennent quelquefois perturber certaines lignes électriques, etc. etc. Ce n'est pas pour faire le travail des privés à la place des privés, mais c'est tout simplement pour entretenir nos espaces et jardins. Pourquoi Michel Motoculture et pas d'autres devis? C'est parce que derrière, on nous assure, il y a une relation de clientèle et un service après-vente qui a donné entière satisfaction. C'est bien ça? Voilà. Des questions, des observations? Je vous remercie. La première délibération vous sera présentée par M. Di Fabio. C'est celle qui concerne les taux d'imposition pour 2021 et elle est de 16 ans. Tout à fait. Donc, comme chaque année, le conseil municipal est amené donc à se prononcer sur la fixation des taux d'imposition concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. Dans le cadre du dispositif de suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale, plusieurs changements interviennent en 2021. Premier changement, la commune ne perçoit plus aucun produit de taxes d'habitation. À l'heure actuelle, 80% des contribuables sont exonérés, les 20% qui continueront à payer en 21-22, puisque normalement l'extraction c'est 23,
Donc ces impôts, ces taxes d'habitation seront versées directement à l'État. Pour compenser cette perte de ressources, l'État donc a décidé d'attribuer la taxe foncière perçue par le département et de fusionner les deux taxes, c'est-à-dire la taxe foncière communale et la taxe foncière bâtie du département. Pour le Pyrénées-Atlantique, donc c'est 13,47%. Donc le conseil municipal doit voter en 21 un taux fusionné par communal, donc qui vous est proposé, c'est-à-dire elle ne bouge pas, elle reste à 9,84 et la part départementale est à 13,47. Afin de permettre au conseil municipal de fixer le produit attendu, la direction générale des finances publiques a communiqué les bases prévisionnelles. À taux constant, le produit fiscal pour cette taxe foncière des propriétés bâties et la taxe foncière non bâtie serait donc de 557 949 €. Donc il vous est proposé de fixer le taux d'imposition pour la taxe foncière propriété bâtie à 23,31 et la taxe foncière propriété non bâtie à 24,99. Dans des observations, des commentaires, des questions. On va pas tirer la plus fois. On va pas tirer la plus fois. Non, non. Effectivement, on a quelques observations sur ce taux d'imposition. D'ailleurs, c'est un petit peu la saison. À ce sujet, en dehors du taux d'imposition, au niveau de la séance de la communauté d'agglomération, on n'a pas reçu l'ordre du jour du conseil communautaire de la semaine dernière. C'était sûrement un oubli, j'imagine. Un oubli, mais sans doute je vais revérifier ma boîte mail. Mais si vous ne l'avez pas reçu, c'est que moi derrière, je n'en ai pas été destinataire non plus. Je vérifie, si c'est moi qui l'ai oublié, je vous dirai. De la même façon, si c'est les services de l'agro, il n'y a pas de problème. Attention, bien souvent, ce sont des pièces téléchargeables. C'est-à-dire qu'on envoie. Alors, la séance, la dernière séance, revêtait un aspect un peu particulier. C'était la première séance alors, c'était pas la première séance en visio, mais c'était la première séance en visio avec vote en visio. Donc oui, cette séance a bien eu lieu, c'est bien dans celle-là qu'a été voté le budget et les taux. Vous dire sous quelle forme c'est passé. Normalement, vous êtes toujours destinataire, puisque. En principe, oui. Voilà, donc, vérifiez. Et si on l'a reçu, que c'est passé au travers des mailles, en vous priant de nous excuser, ça peut arriver. Mais oui, vous devez en être destinataire, c'est clair. Vous l'êtes à chaque fois, mais là. Bon, c'était une petite parenthèse. Parce que lors du suivi donc, du conseil communautaire, il était également question d'imposition. C'est pour ça que je parle de saisonnalité d'imposition. Pour revenir un petit peu au niveau communal, nous, on va formuler un petit peu les mêmes remarques qu'on avait pu émettre l'année dernière, à savoir qu'on est dans un contexte Covid, de crise sanitaire assez fort, sur lequel beaucoup de nos administrés sont dans la difficulté. Nous, ce qu'on aurait souhaité, c'est que ces taxes puissent au moins faire preuve d'une baisse au niveau communal, d'autant plus qu'au niveau du conseil communautaire, sur lequel je pense que vous avez assisté, M. Dissald, il a été voté une nette augmentation du bâti et en plus de la GEMAPI. Donc pour 2021, l'ensemble de nos administrés à Estar auront la surprise d'avoir une augmentation, à savoir de l'impôt communautaire, mais également, entre guillemets, même si sur le papier le taux ne bouge pas, mais... Je vous remercie de le signaler parce que j'avais peur. Je le dis, mais je finis. Mais néanmoins, la base change, donc il y aura forcément une petite surhausse et vous ne comprendriez pas. Donc c'est pour ça que nous, notre position par rapport au taux communal, il aurait été bienvenu, comme l'année dernière,
montrer un geste de solidarité vis-à-vis de nos administrés et de prévoir une baisse de ce taux au niveau des propriétés bâties. Voilà. Voilà notre positionnement sur cette délibération. Tu es d'accord? Alors, Enfin, ou pas, hein. oui, non, oui, je peux donner quelques éléments. Déjà, bon, effectivement, ce qui peut être choquant peut-être pour les administrés, c'est qu'on passe de 9,84 à 23,31. Il faut savoir quand même que c'est une fusion de taux. Ça veut dire qu'avant, le contribuable payait une somme au département à 13,47 et une somme à la commune à 9,84. Voilà. En fait, on fusionne les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que le contribuable devrait payer en 2021, d'accord, en fait, le montant de l'impôt, c'est pas parce qu'on fusionne les taux que le montant de la taxe augmente. En fait, il paiera exactement la même chose. Ça, c'est le premier point. L'effet mécanique. L'effet mécanique, il faut savoir que la taxe foncière, elle est basée sur des valeurs locatives. Des valeurs locatives qui sont données par les services fiscaux. Les inventants. Donc nous, on reçoit la base de calcul, on applique un taux et on a nos produits. Voilà, grosso modo. Donc on a vraiment aucune manœuvre sur cette base de calcul des impôts. C'est des impôts qui fixent. Concernant maintenant la baisse des taux, ce que je peux dire déjà, c'est que le fait de maintenir les taux, ça demande un effort à la commune. Contrairement à beaucoup d'autres communes, je pense que vous lisez beaucoup la presse, je pense que vous avez vu les taux des taxes foncières des villes qui sont autour de nous, et la grande majorité ont augmenté leurs taux. Nous, à Aix, on a décidé depuis plusieurs années, et vous étiez présents, depuis plusieurs années, de maintenir les taux. Donc on ne peut pas prendre une mesure conjoncturelle. Notre politique, c'est, on va dire, le dernier mandat qu'il a passé, plus le début du mandat, on est resté à taux constant sur, donc grosso modo, les 7 dernières années. Chose que vous pouvez regarder autour des communes de même structure, on va dire, de même strate, chose qui n'est pas le cas de certaines communes. Donc l'effort, on le fait. On le fait en maintenant sur une longue période un taux constant. Et c'est pas la variable d'ajustement de notre politique publique. M. Capelleghi, vous avez évoqué la solidarité. Et vous avez corrélé le fait de ne pas baisser notre niveau d'imposition avec la solidarité qui s'exerce. Alors, solidarité est un bien joli mot. Imposition, en règle générale, ça recouvre des aspects un peu plus péjoratifs. Je crois que vous avez compris qu'il ne s'agit pas que de mots ici. Il s'agissait d'actions concrètes. Et que la solidarité que vous invoquez, pratiquement, de façon un peu tentatoire, elle se décline sur notre village avec d'autres éléments que ceux de la fiscalité. Donc ça, je ne peux pas vous laisser penser, je ne peux pas vous laisser dire que la solidarité ou que la fiscalité serait l'élément, on va dire, visible de notre politique de solidarité. Ça, c'était pour un petit peu de vocabulaire. Pour ce qui concerne, on va dire, l'évolution de nos taux, et puisque vous m'avez interpellé sur ceux de l'agglomération, ouais, on peut toujours dénoncer des taux qui augmentent. Puisque je vous le dis, hein, ça fait plaisir à personne de devoir laisser partir de ses économies ou de ses ressources sur des environnements qu'il ne maîtrise pas. Je dirais que pendant cette période si particulière, notre pays fait montre de solidarité. Notre pays fait preuve de solidarité. Certes, c'est un des pays les plus fiscalisés au monde, mais c'est aussi un des pays
qui permet le plus grand soutien aux populations les plus en difficulté aujourd'hui. Donc, juste pour ne pas laisser penser que la fiscalité serait aussi péjorative que celle que l'on représente par le fait de donner de l'argent. On donne de l'argent et ça devient de l'argent public, et cet argent public, je dirais, il participe justement à pas mal de solidarité et à pas mal de services qui sont apportés à nos concitoyens. Pour ce qui est de l'agglomération, 21 politiques publiques qui sont re-questionnées aujourd'hui, très souvent re-questionnées au vu des moyens qu'elles nécessitent. Et justement, dans une sorte de discours un peu, et je vais le dire, populiste, on s'interroge sur ce que doivent devenir ces politiques publiques à l'aune de ce qu'est les difficultés que peuvent être pour les financer. Excusez-moi de le dire, mais notre agglomération, elle est aussi le fruit de son histoire. Et ces 21 politiques publiques, au-delà du fait qu'elles participent complètement à la vie sur ce territoire, de nos concitoyens et des services sur ce territoire, notre agglomération qui date de 2017 a fait le choix de fusionner à périmètre égal et constant. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas se re-questionner? Non, surtout pas. Pas de problème. On peut peut-être se re-questionner. Mais dire aujourd'hui que nous allons droit dans le mur, annoncer des catastrophes, des cataclysmes, etc. Non, ça c'est jouer à se faire peur en permanence, et ce n'est pas participer, on va dire, à la solidarité, ou en tout cas à l'équilibre le plus abouti de la conscience de nos concitoyens vis-à-vis des politiques publiques. Alors GEMAPI, oui, effectivement, hein, c'est l'illustration même de ce que ne fait plus l'État, qu'il reverse aux collectivités publiques en disant débrouillez-vous, de toute façon, nous on ne vous donnera pas les moyens. Et GEMAPI, vous le savez parfaitement, c'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Et si ça ne doit pas faire partie d'une politique publique, il faut me le dire. Hein. Mais je crois qu'on est tous suffisamment marqués par certains drames pour dire qu'à un moment donné, le privé ne le fera pas, et que c'est bien de la conscience du public, des prérogatives du public, à l'échelle d'un bassin versant, c'est-à-dire à l'échelle proportionnée à ce qu'est une topologie, etc., de mobiliser les ressources et les actions pour protéger ces populations. GEMAPI fait partie de ces politiques publiques obligatoires aujourd'hui dans le cadre de notre génération. Et si vous vouliez me faire dire que j'ai mal voté, non, je pense que j'ai bien voté en votant l'augmentation de cette fiscalité au niveau de notre agglomération. Ça ne veut pas dire que tout sera facile, ça ne veut pas dire qu'on considère l'argent des particuliers qui devient de l'argent public comme une variable d'ajustement. Ça veut juste dire que si on veut des politiques publiques efficaces, ambitieuses, il faut leur donner les moyens, et que ces moyens, ils sont gérés au plus juste, et que oui, la fiscalité fait partie des leviers avec lesquels ces politiques publiques doivent s'exercer. Concernant AETS, je vous ai parlé un tout petit peu de la solidarité, etc. Non, on n'a pas fait le choix de dégrader ces taux de fiscalité, parce que, je ne vais pas y revenir, mais dans la note financière qui vous a été déjà délivrée, vous avez vu, je crois de façon tout à fait pédagogique, ce qu'étaient nos taux d'imposition, dans quelle strate on se situait, sur quelle évolution on était, et je crois qu'on peut dire que sur notre village, avec les ambitions que nous avons, nous nous donnons les moyens, et que nous sommes particulièrement attentifs à l'impact que ça peut avoir chez nos concitoyens. Voilà, est-ce que j'ai répondu? Je ne sais pas si je n'ai pas oublié quelque chose, M. Capanelli, dans les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance. C'est vous qui voyez. Hein. Oui, merci. Je vous remercie. Bien. Donc, oui, et une chose importante, le 23-31, c'est un taux fusionné. Si vous comparez ce qui n'est pas comparable, évidemment, on peut avoir des raccourcis un peu faciles. Si vous avez suivi les débats de l'agglomération l'autre jour, il y a eu beaucoup de débats, et il y a eu une chose très très intéressante sur l'exonération de taxes d'habitation. Et effectivement,
cette perte en recettes et comment elle était compensée et comment les arbitrages s'opéraient. C'était assez intéressant le propos du président Etchegaray sur ces éléments. Et puis juste pour finir, la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Un jour ou l'autre, là, on aura un problème. On a déjà failli en avoir un il y a quelques années, vous vous rappelez. Et là, j'avais essayé de solliciter, alors pour ceux qui ont la mémoire courte, j'avais essayé de solliciter par le biais de différentes associations, etc., nos parlementaires, parce qu'il y avait eu un projet confiscatoire, très important fiscalement parlant, très impactant, sur des propriétés foncières non bâties. Voilà. Sauf que, si vous en rappelez, elle représente un patrimoine, et je l'ai toujours dit, elle représente un patrimoine. Ce patrimoine est très peu taxé au vu des éléments, on va dire, de connaissance ici. Il y avait eu des mesures pour incompréhensibles, confiscatoires. Le législateur s'en était rendu compte et nous avions réussi, avec la sénatrice Espagnac, à faire passer un élément qui permettait de revenir, enfin de se remettre dans une configuration un peu plus raisonnable par rapport à ça. J'alerte là, parce que je ne voudrais pas voir ce sujet revenir. Et s'il revient, je vous le dis, et il peut revenir, j'en ai pas encore entendu parler, mais il y a quelques années, il a été sorti et c'était vraiment une problématique très sérieuse. Mais bon, certains s'en souviennent peut-être, et j'avais même fait une réunion publique en mairie pour essayer d'expliquer ce qu'était cette taxe foncière sur les propriétés non bâties. Voilà, messieurs, dames, on peut passer au vote, s'il vous plaît. Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Non, qui est contre? J'ai fait un peu exprès. Ensuite. Pardon? Ensuite. Je regardais la réaction du groupe d'opposition à SN, en passant directement de l'abstention à pour, se demander mais quand c'est qu'il va dire contre. Mais on va perturber. Pardon? On n'a même pas été perturbé. Bon, merci. On passe à la délibération suivante qui concerne les bourses communales aux étudiants. Laissez-nous à rester. Un one-man show ce soir. Monsieur Di Fabio. Comme chaque année, les étudiants de notre village perçoivent une bourse départementale et la commune donc, verse également une part communale. Donc, compte tenu de la situation sanitaire, la liste des bénéficiaires de la bourse départementale pour les années 2019, 2020 et 2020-2021 n'a été transmise en mairie par le département qu'en janvier 2021. Donc il est nécessaire d'attribuer les bourses communales pour 2 ans. Pour les années donc, universitaires 2019, 2020, 2021, 6 étudiants et stars sont concernés pour une somme totale versée par le département de 1 960 €. Compte tenu du fait que les bourses attribuées aux étudiants par le département s'élèvent entre 210 et 410 €, il est proposé de répartir les 1 000 € aux 6 étudiants au prorata de ce que le département a donné. Donc, 6 étudiants, vous avez la bourse départementale à gauche, la bourse communale à droite. C'est classique, on utilise un prorata de la bourse départementale pour verser la bourse communale. C'est-à-dire que celui qui touche sur les 1 960 € et 10% de cette somme, il touchera 10% des 1 000 €. Rien de nouveau, c'est le même principe, le même mode d'attribution que toutes les années précédentes. Donc il vous est proposé le versement des bourses des bourses communales aux 6 étudiants concernés pour une somme totale de 1 000 € selon le tableau qui vous est présenté dans la délibération. Observation, question? Aucune observation. Pas d'observation, pas de question? Je vous remercie, je mets au vote cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie et merci pour les étudiants. Une pensée pour eux. Situation particulièrement difficile, y compris pour les étudiants d'AES. Donc, un soutien sympathique envers ces populations.
Délire numéro 3, c'est la fixation du forfait communal. Alors, j'aurais pu la donner à Joël Dufabio, puisqu'il s'agit de sous. Ou à Odette. Ou à Laetitia. Laetitia, tu veux bien la présenter, le forfait communal? Monsieur le maire, rappelle. Elle ne peut pas tout faire. Ouais, mais allez, vas-y. Non, je ne vais pas tout faire. C'est déjà tout le monde pour comprendre. Ah, c'est vrai. Merci de le défendre. Allez, Non, mais c'est de partager le travail aussi. merci. Vas-y. Tu peux faire alors? Ouais, vas-y. Allez, monsieur le maire rappelle que l'article L 442 5 du Code de l'éducation dispose que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association de la commune soient prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes de l'enseignement public. Depuis le décret du 30 septembre 2019 rendant l'instruction obligatoire dès l'âge de 3 ans, ce dispositif est applicable pour les élèves de maternelle. Le forfait communal doit être égal au montant des dépenses obligatoires d'un élève fréquentant l'école publique. Cette aide est calculée par rapport au compte administratif de l'année 2020. Elle est versée en fonction du nombre d'élèves domiciliés à Aix. La circulaire du 15 février 2012 précise les dépenses qu'il convient de prendre en compte afin de déterminer le forfait communal. La consommation des fluides, les fournitures scolaires, les dépenses pédagogiques et administratives, le transport pour les activités scolaires, l'entretien des locaux et la maintenance du matériel, des frais personnels. Le montant du forfait pour l'année l'année scolaire 2020-2021 s'élève à 775 €. Monsieur le maire précise que cette dépense est qualifiée d'obligatoire au titre de l'article L 1612-5 et L 2321-2 du Code général des collectivités territoriales. À ce jour, seule l'association et l'orga Cachola est concernée par ce dispositif. Cette dernière accueille 3 élèves à ESA pour l'année scolaire 2020-2021. Par conséquent, l'association percevra une participation financière à hauteur de 2 325 € au titre du forfait communal. Voilà, messieurs, dames. Donc, c'est ce qui concerne le forfait communal pour 3 élèves de Alorga et Castola qui se situent sur notre commune, à savoir 775. Alors, est-ce qu'il vous ont été donnés les détails qui arrivent à ce calcul-là? C'est légèrement un tout petit peu plus élevé que l'année dernière, il me semble. Oui, c'est par rapport au nombre d'élèves, quand le nombre d'élèves a changé. Oui, non, mais là, 775, on était à 740, je crois, l'année dernière, et là, comme tous les ans, on avait expliqué qu'on prend les charges réelles et on fait le calcul. Hein. Ouais. On a eu plus de charges, donc ça a légèrement augmenté. Le jour où on a pas moins de charges, ça peut diminuer. On vous l'explique par précaution, parce qu'effectivement, voilà, au-delà des coûts fixes, alors il y a des coûts fixes sur la structure à partir de laquelle on calcule ces éléments-là, ces coûts fixes, mais ils sont répartis de façon différente, même quand une population augmente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un effet mécanique permanent d'augmentation. Il pourrait y avoir une diminution. Dans ce cadre-là, il y a un bénéfice qui est constaté, mais ça peut descendre l'année prochaine. Voilà. Pour vous donner le chiffre exact, c'est 772,71. On a eu le détail. On a eu le détail en pièce jointe. Comment? Oui, on a eu le détail en pièce jointe. Oui, vous l'avez. Effectivement, comme vous dites, il y a des exemples d'écoles municipales où le forfait communal a baissé l'an dernier par rapport au Covid, dû à moins de sorties scolaires, sur elle, c'est se maintient. Plus concrètement, pour parler d'une Castola jumelle ou bien Castola, on a la mairie qui fait quand même l'effort. On avait un forfait communal calculé à la baisse par rapport à celui des années précédentes dû à l'effet Covid, mais qui nous a montré une solidarité quelque part, et qui nous a donné un maintien du forfait communal à son niveau le plus haut des années passées. Donc c'est. Excusez-moi, mais moi ça me dérange toujours. Non, mais vous me donnez l'exemple comme quoi ça peut baisser. Oui, je vous dis oui, ça peut baisser. Oui, ça peut baisser. Voilà, mais ouais. on a un élan de solidarité. Moi, je ne vais pas commenter ce que font les autres mairies. J'essaie de poser les éléments du débat pour que nous, on puisse arbitrer et décider. Vous avez eu le document. Le forfait communal est clair, c'est quelque chose qu'on calcule chaque année. On a eu le détail en pièce jointe. Vous avez eu le même document. Oui, bien sûr, je ne vais pas dire qu'on n'a pas eu. On l'a eu, c'est. Il y a d'autres questions, d'autres observations sur cette délibération? D'autres questions, d'autres observations? Non? Donc je la mets au vote. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour? Je vous remercie.
un petit commentaire sur, puisqu'on est dans le domaine éducatif, etc., sur la loi qui a été votée la semaine dernière, jeudi dernier au Parlement, et qui devient définitive, à part un possible recours de 60 députés au Conseil constitutionnel, je crois. Pour ça, elle n'est toujours pas publiée. Elle n'est toujours pas publiée parce qu'effectivement, il y a le recours de cette frange de 60 députés. C'est une loi qui marque des avancées certaines, très importantes, pour le statut des langues régionales, et notamment pour le statut du Basque sur notre territoire, et notamment à l'école publique. Je ne vais pas reprendre l'historique de notre école et de sa section immersive, de ses classes bilingues, etc. Mais vous le savez, nous avions été des acteurs ici au sein de ce conseil pour demander les sections immersives, la section immersive au niveau de la maternelle il y a quelques années. Nous l'avions obtenue, ça n'a pas été forcément facile. Effectivement, elle était labellisée sous un cadre qu'on peut considérer comme péjoratif, qui était le cadre de l'expérimentation, alors que d'expérimentation il n'y avait pas. Il y avait une réalisation, une réalité d'un enseignement immersif au sein de l'école publique et du village. Mais effectivement, ce cadre expérimental pouvait laisser penser, et la preuve, c'est que les vieux démons pouvaient revenir, qu'on pouvait en rediscuter. Nous nous sommes souvent prononcés pour maintenir, affirmer, réaffirmer, défendre cette section immersive, y compris dans des difficultés qui ne sont pas que d'ordre administratif ou que de moyens, ou y compris dans des difficultés de fonctionnement inhérents au fonctionnement de l'école. Aujourd'hui, mais cette section immersive bénéficie de cette loi et peut être considérée comme tout à fait pérenne, puisque ces sections immersives au sein de l'éducation nationale ont été reconnues comme des sections à part entière, comme des classes à part entière. Donc il faut d'abord féliciter les députés qui ont mené cette délibération. Elle participe totalement au renforcement de notre langue basque sur ce territoire, mais pas que. C'est valable pour le Diwan, c'est valable pour l'Alsacien, sauf la Corse avait un statut particulier qui lui permettait d'avoir une officialisation de la langue dans ces écoles. Aujourd'hui, le basque officiellement est inscrit dans l'école publique, et notamment à l'école publique d'Aès. Il faut s'en féliciter. Le sujet d'après, c'est peut-être comment, sur la base de cette officialisation de la langue au sein de l'école maternelle, au-delà du bilinguisme proposé au niveau des CP, C1, CE2, CM1 et CM2, parce que je rappelle qu'il y a bien une proposition de bilinguisme, comment on peut étendre, parce que ça peut faire partie d'un projet en soi, comment on peut étendre cette section immersive au niveau du CP ou du CE1. Ça peut faire partie des propositions à faire au niveau de l'éducation nationale. En tout cas, sachez que même si la loi ne le prévoit pas à l'heure actuelle, c'est une avancée très importante et sur laquelle il nous faudra très certainement porter un tout petit peu le sujet. Oui, effectivement, la loi n'a pas été publiée. Il ne faut pas faire de triomphalisme trop prématuré. Il suffit que 60 députés saisissent le Conseil constitutionnel, et je le dis pour que les choses soient bien entendues, et c'est le Parlement qui a décidé, là. Ce sont les députés qui siègent. C'est de l'ordre de la loi, encore, en France. Pour que le Conseil constitutionnel se saisisse, ça ne veut pas dire qu'il reviendra sur ces éléments, pas du tout. Ça veut dire qu'il verra s'il y a une forme d'anticonstitutionnalisme ou pas dans le cadre de cette loi. C'est tout. Bien, il y avait un autre sujet dans le cadre de cette loi, c'était celui du forfait communal. Et je me permets, je profite de cette libération pour en parler. Il a fallu, et ça montre bien peut-être la légitimité du débat que nous avons aussi au sein de ce Conseil, il a fallu beaucoup amender la proposition initiale, y compris de la part de certains sénateurs ou députés de notre territoire, pour que cette loi passe dans les termes où elle est passée.
moi j'y vois une avancée fondamentale, mais très certainement qu'il a fallu prendre en compte des éléments sur lesquels des maires pouvaient être très opposés à ce que prévoyaient certains amendements. À l'arrivée, la loi telle qu'elle a été écrite et votée, et je le dis aussi simplement que ça, et n'y voyez aucune provocation ni aucune satisfaction particulière, mais la loi ne prévoit pas que pour une structure privée, immersive ou pas, située en dehors de son territoire, si l'école de référence dispose de sections immersives et ou bilingues, ne prévoit pas que la commune soit obligée de payer le forfait communal à l'extérieur de sa commune. Je le dis parce que ça a été assez peu dit. Il y a eu beaucoup de navettes, beaucoup de lectures, beaucoup de... Voilà. Je me permets de le dire parce que ça fait partie, premièrement, du sujet autour du forfait communal, et deuxièmement, des débats que nous avons de façon récurrente ici. Alors, on pourrait se dire, si la loi nous y avait obligés, mais ça nous évitait peut-être beaucoup de sujets, de débats. Bon. Mais c'est pas comme ça qu'on traite les sujets chez nous. C'est pas par défaut, c'est pas par la loi fait à notre place. La loi a dit des choses, très certainement qu'on aura à nouveau à se prononcer, mais dans ce que dit la loi, j'y vois quand même une légitimité des actions, ou en tout cas des votes qui ont été menés dans cette collectivité, dans notre village, parce que très certainement que au-delà, on va dire, de ce qu'elle dit, il y a ce qui n'est pas dit et qui légitime peut-être ce qu'a été notre vote, nos votes et nos positions jusqu'à maintenant. Voilà, je me permets juste ce commentaire. Monsieur Labat. Si je peux donner mon avis, quand même. Donc oui, il y a cette limite entre guillemets par rapport au forfait communal, que si la commune ne propose pas de service en langue basque, on ne participe pas du coup à la scolarité des enfants du village qui sont partis ailleurs pour avoir cet enseignement en basque. Mais ça concerne beaucoup de villages du territoire qui n'ont pas à l'école publique cet immersif, enseignement expérimental et maintenant définitif, et ce bilinguisme en primaire. Il y a beaucoup de villages dans le territoire qui vont être impactés. Et nous, depuis le début, on salue l'immersif en langue basque à l'école publique d'Aetz, ainsi que le bilinguisme. La loi surtout, ce qu'elle dit ou ce qu'elle ne dit pas, elle n'empêche pas non plus la participation. Donc autant elle est claire par rapport à si l'offre est sur le territoire, le forfait communal reste sur le territoire, mais la loi n'interdit pas la participation d'une communauté, d'une collectivité pour un même but, pour des enfants scolarisés en dehors du village. Vous avez tout à fait raison, mais bon, donc la loi, on va pas refaire. Et la loi, elle aurait peut-être pu aller encore plus loin, le forfait communal. Le forfait communal qu'on a voté sur la délibération d'avant nous impose, parce que c'est sur le territoire, de financer un forfait communal pour, certes, une école qui est dans le jargon privé, mais quand même qui est sous contrat d'association avec l'éducation nationale et qui respecte beaucoup d'engagements. Et voilà. Mais bien sûr, M. Lamotte. Voilà. Donc la loi n'interdit pas. Oui, vous avez compris qu'elle n'interdit pas, mais encore une fois, la légitimité de ce qui se fait ailleurs, c'est pas parce que ça se fait ailleurs que ça me donne plus de légitimité. Excusez-moi, je vais le dire comme ça. Par contre, effectivement, il y a une obligation pour celles qui ne disposent pas d'enseignement immersif ou bilingue. Par contre, je serais curieux de savoir combien de villages du Pays Basque, je crois qu'il y en a très peu, ne participent pas par le forfait communal. C'est bien ça que vous nous dites aussi, et bien souvent peut-être un peu relâché. Il y a très peu de villages, je crois que j'en connais pas moi, qui ne participent pas. Je pense qu'il y a quelques villages en Soule qui vont être concernés, en Base-Navarre aussi. Alors je n'ai pas la liste exacte, mais on peut essayer de la faire la liste. Je pense qu'il y en a quelques-uns. Bon. Sur la côte, non. Sur la côte, on a beaucoup d'écoles publiques qui sont dotées de l'enseignement immersif en maternelle et en bilinguisme en primaire. Bien, merci du vote de cette délibération. Nous passons. C'est la dernière ? La quatrième délibération. Ouais. Alors c'est moi qui la présente. Alors moi je vais vous la lire, mais je vais peut-être un tout petit peu la commenter. Monsieur le maire informe le conseil municipal que depuis septembre 2020, la commune accueille 2 jours par semaine
une stagiaire préparant un diplôme universitaire des métiers de l'administration générale territoriale, le DUMACT, dont la mise à disposition est encadrée par le CDG. À l'occasion de son départ et en complément de la délibération que vous avez là, il est proposé au conseil municipal de lui attribuer une carte cadeau FNAC d'une valeur de 500 €. Alors vous allez me dire, que vient faire une délibération pour un cadeau au sein de ce conseil? C'est tout simplement la loi, c'est tout simplement la légalité. C'est peut-être pas très élégant, effectivement, de devoir passer par une délibération pour ces choses-là, mais on a essayé de faire autrement, non pas pour vous cacher les choses, mais simplement pour, voilà, pour accompagner le départ de cette personne. Et on n'avait pas trouvé. C'est ça? Oui. C'était compliqué. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que elle nous a été bien utile. Elle nous a été bien utile, peut-être que tu peux en parler, Odette, parce qu'il y a eu plusieurs missions qui lui ont été confiées. On lui fera un petit pot de départ pour lui remettre ce... Quand on connaîtra officiellement sa date de départ, parce qu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle va partir dans le courant du mois de mai. Voilà. La particularité et la complexité technique, c'est que c'est pas une stagiaire qui est en stage avec la mairie d'Aix, elle est en stage avec le centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques. Et c'est le centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques qui ensuite la met à disposition pour 2 jours par semaine auprès de la commune d'Aix et 1 jour par semaine auprès de la commune de la Ressource. Il faut savoir qu'elle est chez nous, enfin, au mois de mai, ça passe 6 mois. C'est ça. Au mois de mai, ça passe 6 mois qu'elle est chez nous. Donc il faut relativiser les 500 € sur 6 mois. Oui, elle est là depuis 6 mois. Elle a beaucoup travaillé dans le domaine du Parle un peu social. plus fort, peut-être. Dans le domaine du social et des solidarités. Elle a fait beaucoup de mailing. C'est elle qui a enclenché l'analyse des besoins sociaux, par exemple, dont on va parler au CCAS. En fait, c'est quelqu'un qui a été très intéressé aussi par le plan communal de sauvegarde. Elle est à mi-temps entre la Ressource et nous. Voilà. Et elle s'est investie dans le domaine du social, qui est un domaine très très large, et ça lui a permis de construire son mémoire pour son diplôme. Ce sont des stages rémunérés? Je crois qu'elle a une rémunération. Dans son cas, oui. Dans son cas, oui, c'est un stage rémunéré par la région, puisqu'elle est en reconversion professionnelle dans le cadre de cette préparation. C'est les stages anciennement PNF. C'est par Pôle emploi? Non? Oui. Par Pôle emploi? Oui. Le partenariat Pôle emploi et région. Voilà. Donc c'est un peu surprenant de voir passer ce type de délibération, mais enfin, voilà, faire la transparence la plus aboutie. Oui, Madame Charlois. J'aurais aimé juste que la carte cadeau se fasse dans des commerces de proximité, dans des librairies indépendantes, ou si on avait adhéré à l'Eushco, on aurait pu lui offrir des Eushco qu'elle puisse dépenser dans les commerces locaux. Justement pas. Et en fait, juste parce qu'en 2020, tous les plus riches se sont encore plus enrichis, tous les gros groupes ont encore grossi. Et donc, j'aimerais que ça pourrait être une idée que la prochaine fois que vous fassiez une carte cadeau, ce soit dans les petits commerces. Alors, ça, je veux dire, vous ne pouvez que constater que quand on a mené quelques actions de solidarité ou de bienveillance ou de reconnaissance à notre population, on est passé que par les produits locaux, que ce soit les colis avec les producteurs de la MAP, que ce soit des bons restaurants avec notre restaurateur. Là, effectivement, le chèque FNAC, c'est parce que on lui a demandé si elle aimait les confitures. Non, elle les aime pas. Si le jus de pomme, non plus. Elle préférait peut-être des biens culturels ou des choses comme ça. Et c'est vrai, ça pu être une bonne idée. Ça nous a paru plus simple là de lui permettre. Voilà. C'est peut-être par souci de simplicité que voilà, on a voulu marquer un petit peu le coup de ce côté-là. Oui. Pardon, excusez-moi, juste pour compléter votre propos, on ne lui a rien demandé du tout au départ parce qu'elle n'était pas informée de la situation, elle n'était pas informée de ce projet de délibération. Par contre, on connaît sa situation
Et au travers de sa situation et du diplôme qu'elle prépare, elle va être amenée à acheter des bouquins pour préparer ses concours. Elle va être amenée à bouger sur de nombreuses collectivités et à avoir la possibilité, après, puisqu'elle va être sur des postes de remplacement de secrétaire de mairie dans les petites communes, à l'échelle du département, elle va tourner un petit peu partout. Il était important aussi qu'elle puisse se doter de matériel informatique si elle en avait eu besoin. Et là, pour le coup, en discutant avec mes collègues, il nous a semblé aussi important de pouvoir proposer aux élus que vous êtes une solution à cette jeune femme qui lui permette aussi d'acquérir quelque chose en lien avec son futur emploi. D'où une solution de simplicité en direction de la FNAC, mais d'utilité aussi. Tout à fait. On peut voter cette délibération. Qui s'abstient, qui est contre, je vous remercie. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des observations, commentaires, informations complémentaires que les uns et les autres souhaiteraient donner? Oui, Madame Charvois. Désolée de prendre encore la parole. En fait, je voudrais revenir sur les commissions. Oui. Alors, on a insisté dans ce conseil sur le fait que les élus doivent participer le maximum aux commissions de travail. Ce n'étaient pas des réunions décisionnaires, que ça faisait avancer un certain nombre de sujets. Je voudrais revenir sur la commission communication et sur le fait que, justement, j'ai l'impression que la majorité a du mal à travailler avec l'opposition, puisque depuis que je suis arrivée, j'ai eu une commission communication qui s'est très bien déroulée, normal. Ensuite, j'avais demandé pendant le deuxième confinement au mois d'octobre, une visio. Je me suis retrouvée en tête à tête avec Madame Guénon. Il n'y a personne d'autre qui a travaillé à cette commission communication. Bon. Et dernièrement, j'ai assisté à une commission communication pour refaire le site internet de la mairie. Donc on s'est trouvé devant des devis parce que le cahier des charges a été fait à part. Donc j'ai dit, j'aurais aimé qu'on fasse une commission pour voir le cahier des charges ensemble, parce que ce cahier des charges prévoyait le basque en option. Donc évidemment, si j'avais fait partie de la réunion pour le cahier des charges, ce ne serait pas une option. Bref, et ensuite, on m'a demandé l'article pour l'AID-Seco-Berriac. Je peux finir? Merci. Ensuite, on m'a demandé l'article pour l'AID-Seco-Berriac pour aujourd'hui. Je n'ai pas été invitée du tout à la commission communication pour rédiger l'article l'AID-Seco-Berriac. Donc, je n'ai pas eu de réponse non plus à ma demande quand est-ce qu'il y aurait une commission. Non. Moi, je veux bien participer, pour faire avancer les choses et travailler ensemble. Encore faut-il nous inviter et nous faire participer aux différentes étapes de travail, pas juste être là juste pour acter, voilà, on a des devis, on choisit lequel. Non, il faut faire le travail depuis le début. Un cahier des charges qui a été fait pour avoir une ordre d'idée d'abord par rapport à un prix d'un site internet pour refaire le site de la commune. Cahier des charges est quand même relativement simple. Je ne vais pas faire quand même un cahier des charges trop technique. Et puis déjà avoir vraiment une ordre d'idée de devis. On a proposé de refaire d'autres devis par rapport aux observations données. C'était vraiment un début pour de travail. Donc de là, on sait à peu près combien peut coûter un site internet. On redemande des devis et on fera de nouveau. Alors je ne sais pas si ce sera une commission ou un rendez-vous avec les 3 fournisseurs qu'on a retenus. Vous serez forcément conviés. Pour relativiser quand même ce que vous dites, parce que votre version est un peu partielle, concernant l'option basque. Parce que si sauf erreur de ma part, donc j'ai analysé les offres, vous avez bloqué sur la première proposition, ou les deux premières, où effectivement c'est une option basque. Mais si vous aviez bien lu
par exemple, je ne dirais pas le nom de la société, mais une société informatique sur Bidart, le basque est inclus dans Oui, on avait des devis qui n'étaient pas comparables. Effectivement, certains prestataires mettaient le basque en option sur leur devis et d'autres incluaient le basque. Voilà. Donc il n'y a pas eu de blocage là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas, le cahier des charges ne disait pas que c'était une option. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est d'avoir... Il y a des offres avec des options et d'autres pas. Voilà, et dans avoir les devis, il faudra même aussi avoir les devis aussi qui sont plus détaillés. On sait combien coûte cette partie-là. Il y a des fois, il y a des devis, c'est trop simple au niveau des travaux, des devis beaucoup plus détaillés. Là, dans cette fois-ci, on a des devis plus détaillés et ça va pas. Et l'intérêt, c'est bien celui-là, c'est que l'option de la version basque, de leur mis en option sur un devis, ça ne fait pas la décision des élus. C'est-à-dire que ce qui est important à comprendre, c'est que c'était un document qui était une base de travail qu'on a fait évoluer. La particularité de la version basque, c'est que la compétence en basque, elle est à l'agglomération. Et c'est donc avec l'agglomération qu'il faudra définir les modalités de mise en œuvre de la traduction de la version basque de ce site. Parce qu'il y aura une participation de l'agglomération. C'est compliqué en amont de savoir de quelle manière exactement ils vont participer et sur quel volume. Donc il fallait le mettre en option parce que ça nous permettait de savoir quel coût ça représentait. Et donc ça continue à alimenter le débat pour savoir l'intervention, le poids que ça fera apporter à la commune de Retz et ce qu'on ira chercher de l'autre côté à l'agglomération. Vous savez très bien ce que vous allez avoir quand même puisque vous avez signé un contrat de progrès. Le contrat de progrès, il ne porte que sur la partie scolaire. Vous avez aussi une partie traduction dedans. Mais, alors, si je peux vous répondre, si vous me permettez de vous répondre, le contrat de progrès, l'accompagnement de l'agglomération en termes de service langue basque, il existe bien avant le contrat de progrès. Au sud Pays Basque, avant, on avait directement un traducteur en direct, en ligne, qu'on appelait, à qui on sollicitait et qui nous faisait les traductions. Petit à petit, depuis la création de l'agglomération sur l'ensemble du Pays Basque, ces modalités d'intervention, elles ont été, comme toutes les autres politiques publiques, dans le cadre de l'harmonisation vis-à-vis des différents pôles, ils font évoluer ces interventions et effectivement, on n'a plus la possibilité d'aller sur des bons à tirer comme on le faisait très facilement avec l'agglomération sur Pays Basque avant. C'est pour ça que sur la partie crèche, il y avait une démarche de labellisation avec une convention signée sur les interventions. Sur la partie scolaire, quand on a voulu démarrer les formations des agents notamment et le travail langue basque au niveau du scolaire, on a mis en place un contrat de progrès. Et ensuite, il y a la partie volume, traduction, intervention sur tout le reste des services d'une collectivité. Et là, ce n'est pas intégré dans le contrat de progrès. Et là, il y a une déclaration qui a été passée en décembre, où là, elle fixe à peu près les modalités d'intervention. Mais effectivement, ces éléments-là, on a rencontré les services en octobre, je crois, de mémoire, ou novembre peut-être. La délibération n'était pas passée encore, n'était pas tout à fait calée. Donc on ne savait pas de quelle manière à l'époque. Et là, ils doivent venir nous présenter cette délibération, c'était prévu. Mais effectivement, quand on avait discuté avec Laetitia par rapport aux demandes de devis, on avait dit allons-y, demandons la traduction en basque et on verra ensuite comment ils interviennent. C'est pour ça que c'était intéressant de l'avoir. Maintenant, je finis juste là-dessus. Maintenant, ça ne fait pas le choix, la décision. Et sur cette commission communication, on a travaillé collectivement, enfin, moi pas beaucoup finalement, mais je suis arrivé à me dire, comment on a travaillé sur ce qu'on pouvait mettre en œuvre dans le cadre du site internet. Aujourd'hui, il n'y a aucune décision qui a été prise, il n'y a pas d'autres commissions, il y a des choix qui ont été faits pour aller chercher d'autres informations, d'autres demandes de prix. Il n'y a pas eu depuis d'autres commissions de communication à laquelle vous n'auriez pas été invité. Ça n'existe pas. Donc le travail est en cours et le choix des élus se portera. La commission fera une proposition au conseil municipal pour valider, oui, effectivement, s'il y a un site seulement en français, parce que peut-être qu'il y en a qui veulent seulement en français, ou s'il y a un site qui sera en français et en basque. En tout cas, c'est le choix que je défendrai. Je ne défendrai pas le choix en anglais. La compétence langue basque, certes, elle est à l'agglo, mais elle n'est pas limitative.
Une mairie peut de son côté avoir sa politique propre. C'est-à-dire, l'option basque, je pense que sur quelqu'un qui crée un site, il ne sait rien à faire. Le gros du travail, là, c'est la traduction. Alors après, il y a l'enveloppe qui est donnée au niveau de l'agglo, mais il peut y avoir des enveloppes dédiées au niveau de la commune également. C'est ça. C'est là où il y a un vrai choix à faire, parce que traduire tout... C'est exactement ce que j'ai dit. C'est ce que Ramon mais tu dis que oui, il n'y a pas que, je veux dire, il n'y a pas que l'agglo qui peut venir donner et subventionner. C'est exactement ce que j'ai dit. Que c'était intéressant pour savoir la part qui serait prise en charge par l'agglo et la part qui pèserait sur le budget communal. Tout à fait. J'ai pas exclu le budget communal de la participation. C'est bien, on va dans le même sens. Donc, c'est la vraie question à se poser. Est-ce qu'on veut faire du total? Est-ce que tout va être en bilinguisme ou pas? Et oui, il y a une charge. Mais en même temps, il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas... On a quand même aussi, on a aussi un budget. Moi, j'ai besoin d'avoir des devis qui sont détaillés pour rentrer aussi dans le budget cette année. Ouais, d'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Dans l'AXE Cobériac, pourquoi la parole de l'opposition n'est plus en basque? Parce qu'on est limité en caractère. Et on a beaucoup de choses à dire. Donc on renvoie sur nos réseaux de communication. Donnez un petit exemple, parlez en basque. Non. Mais alors là, mais il n'y a pas de souci. Egiten da Baionan. Mintzatzen zarelaik, egiten alda euskaraz den denbora batean, eta bigarren batean frantsesez. Oraindik ez dugu egiten. Baina egiten aldut, baina nauzu. Parce que beaucoup à l'agglo, il y a des prises de parole qui se font d'abord en basque et derrière en français. C'est 2 fois plus de temps. Je peux très bien le faire. Ça a ravivé les débats à l'agglo. Il y a eu des reproches. C'est pas un souci, on peut le faire. On n'est pas sur une vitrine. On est sur un souhait, sur une volonté, sur des ouvertures. Mais donc, il n'y a rien qui vous empêchera d'exprimer. Alors vous voyez, c'est marrant parce que là on a fini le conseil, on a fini le manteau. Les contextes ne nous facilitent pas le travail de commission. Je dois aussi le dire. C'est-à-dire que si je profite de ce temps-là avec vous, c'est parce qu'on avait un conseil court et que effectivement ça peut nous permettre de faire un peu débat après, parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment d'opportunités, on n'a pas suffisamment de facilité, les contraintes sont fortes pour pouvoir nous réunir comme si on était en temps banal. Bon, eh bien, ça fait 1 an qu'on n'est pas en temps banal. Ça fait 1 an qu'on est obligé de se contorsionner pour trouver les temps, les espaces, les modalités, etc. etc. Là, j'ouvre un petit peu la discussion et c'est très bien que vous portiez ce sujet parce que ça fait partie des sujets, effectivement, où il peut y avoir débat. Et au-delà du débat, il peut y avoir arbitrage. Et il peut y avoir aussi des arbitrages momentanés et puis des perspectives dans le temps. Pourquoi? Parce que, mais oui, il y a des éléments sur lesquels il nous faut arbitrer. Un site à 7 000 €, c'est pas un site à 15 000 €. Comment on fait pour, à 7 000 €, faire entrer toutes nos ambitions, nos moyens, etc. etc. Bon, vous n'avez pas voté un budget, mais en tout cas vous en avez pris connaissance, vous connaissez l'enveloppe qui est attribuée. Ensuite, il y a des arbitrages. Et oui, il y aura des propositions qui seront faites à ce conseil, depuis la commission communication, et je dirais de façon sensée, avec bon sens, discernement, et là encore une fois, en comprenant ce que peuvent être les avantages d'une chose par rapport aux contraintes d'une autre, etc. Le sujet langue basque, pour moi, ce n'est pas un sujet. Ce site devra intégrer la dimension langue basque. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ça sera peut-être dans une perspective en sincérité qui doit être décalée ou totalement intégrée. Moi, j'ai bien peur à un moment donné. Je ne voudrais pas qu'on fasse une usine à gaz pour allumer des briquets, quoi. Aujourd'hui, l'utilisation d'un site institutionnel n'est pas la même que celle qu'il y avait il y a 5 ans. Elle ne participe pas au même service. Et peut-être qu'on a intérêt de s'inspirer de certaines modalités. Moi, j'ai vu certains sites qui doivent nous inspirer, qui doivent être inspirants. Est-ce qu'ils sont plus coûteux que ceux qu'on faisait il y a 5 ans parce qu'ils consomment plus de plateformes, interactions, ceci, cela? Pas forcément. Bon, mais c'est aussi sur ces choix-là qu'il faudra arbitrer. Mais il n'y a pas d'option basque. Le basque, il sera. Maintenant,
Maintenant, il faudra arriver à trouver la modalité et la perspective qui arriveront à croiser les différents enjeux, parce que, pour moi, excusez-moi, hein, mais il n'y a pas que le basque comme enjeu. Excusez-moi de le dire comme ça, il n'y a pas que le basque. Je ne vous dis pas qu'il n'y a que le basque. Il y a l'information, il y a le service apporté à la population, il y a les plateformes modernes avec lesquelles on peut s'inscrire à la cantine ou pas, etc. Enfin, voilà. Il y a la pertinence du territoire. Donc j'ai entendu qu'il fallait l'anglais. On peut mettre le site de la mairie d'Aix en anglais. Je ne pense pas qu'il y ait trop d'intérêt. Mais il y a encore de l'intérêt à avoir un site en basque. Parce qu'on a encore des villageois qui sont bascophones et qui sont désireux de vivre en basque. Et on a des nouvelles générations qui vont le devenir et qui seront, je pense, satisfaits de pouvoir communiquer et avoir des informations dans les deux langues. Mais donc oui, la langue, le basque a toute sa place dans le site internet de la mairie et comme vous venez de le dire, il sera présent. Et ce n'est que très bien. Voilà. Après que... On vous a pas dit au on nous a pas dit à un moment au contraire. Mais il y sera, c'est très bien. Mais après, voilà. Les créateurs qui parlent d'options. Mais après quand... Je ne suis pas techniquement au point. Des sites internet, je sais que pour des sociétés qui créent des sites internet, eux, c'est un coût supplémentaire. Donc c'est pour ça que j'ai fait le cahier des charges, moi, parce que vous aurez mis en base. Je sais que, ou pas forcément, c'est des choses qu'on peut oublier de mettre dans mon cahier des charges. Je l'ai mis en option pour savoir s'il y a des sociétés qui le font payer et d'autres non. D'ailleurs, on a retenu une société qui, elle, c'était pas supplémentaire. Parce que certaines externalisent Après, voilà. Il ne faut pas se bloquer sur un devis où il y avait écrit une option en base. Non, c'était pas le sens du propos. Voilà. Non, c'était pas... On va oublier ça. Mon propos, c'était, j'aimerais qu'on travaille au départ d'un dossier et pas arriver juste pour signer ou acter des choses qui ont déjà été décidées. Qu'est-ce qui a été acté dans la commission? Qu'est-ce qui a été acté? Et j'aimerais aussi... le sujet. Dites-nous ce qui a été acté. Non, ça n'a pas été acté, parce que c'est acté en Non, conseil. mais qu'est-ce qui a été acté alors? Mais en fait, j'aurais aimé qu'on travaille depuis le début, par exemple, sur ce site internet. Bon, autre chose, le contrat de progrès, il a été signé avant en février 2020, si je ne me trompe pas, pour former une ATSEM. Oui. Voilà. Non, il a été signé avant. En décembre, pardon. Non. Juste avant les... Elle est partie avant, je ne l'ai pas en tête, mais le contrat de progrès a été signé sur un service scolaire pour répondre exactement aux objectifs de départ en formation, pour avoir une continuité avec le dispositif Léa qui existait. Non, c'est deux choses à part. Oui. Oui, continuité. Pour avoir une continuité au niveau de l'école. Pour avoir une continuité au niveau de l'école. Dispositif Léa, on est petite enfance, et contrat de progrès était choisi et uniquement choisi au jour d'aujourd'hui. Ça demain ça peut peut-être changer, mais par contre aujourd'hui il y avait une formation en basque pour une ATSEM. D'accord. Alors, d'après ce que j'ai compris, elle n'a pas souhaité continuer sa formation, mais le contrat de progrès est valable jusqu'au mois de décembre 2022. Le contrat de progrès est valable jusqu'au mois de décembre 2022. Ça je vous le confirmerai, là de tête je ne l'ai pas, mais par contre... Mais en fait tout ce que je voulais dire c'est que dans ce contrat de progrès, même si ça concerne la formation d'un agent, vous avez une enveloppe de 1 000 € pour aider à tout support de traduction. Mais c'est justement pour ça qu'on a traduit les projets pédagogiques des structures, c'est pour ça qu'on a traduit les projets de règlement intérieur des structures, et tout ça est déjà utilisé dans le cadre du contrat de progrès. Ce qui m'a fait réagir fortement en direction des services de l'agglomération, qui d'une information générale donne une information générale, mais par contre il y a une spécificité d'intervention qui a été retenue à l'échelle d'Aix, et cette spécificité d'intervention jusqu'à aujourd'hui, elle est maintenue et elle est tenue. Que ce soit au niveau de quelle est votre question? Je n'ai pas... En fait, je pensais, je peux me tromper, mais je pensais que déjà, normalement, vous avez droit jusqu'à 40 demandes dans l'année, jusqu'à 300 mots gratuits. Oui. D'accord? Et en plus, parce que la commune d'Aix a signé un contrat de progrès, même si ça ne concerne qu'une ATSEM, vous avez en plus une enveloppe de 1 000 €. Pour 1 000 € que dépense la commune pour une traduction d'un support de communication, l'aglo vous donne en plus 1 000 €. Oui, pour le service
scolaire en lien avec l'APSEM, ce qui avait été décidé. C'est pas ce qu'on m'a dit, on m'a dit pour tout support de communication, ça a vérifié peut-être. Oui, ça va au-delà, oui. C'est tout service. Tout service. Mais alors, quel est le problème? Je comprends pas. Non, c'est pas un problème, c'est une information. Comme quoi on a des aides pour traduire le site. Ça va même au-delà. Il y a toute une fiche d'action. Il y a toute une fiche d'action qui est proposée également par l'agglomération pour faire évoluer la langue basque dans les services. Voilà, mais très bien, comme ça, c'était juste pour dire qu'on a les moyens de nous faire aider. Mais on n'a jamais dit le contraire. Ben, c'est parce qu'on La mission a parlé de l'aglo. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On a parlé de nous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on parle de... Non, en commission, c'est pas ce qui a été dit. C'était un problème de traduire en langue basque parce qu'on n'avait pas le personnel adéquat, parce que c'était cher, etc. J'ai dit à cette commission, je suis sûre qu'on peut trouver de l'aide à l'agglo. J'ai cherché, et voilà, je vous le dis maintenant, pour ceux qui l'ignorent. Merci. Donc en fait, vous vouliez, pardon, mais là, vous vouliez, devant la caméra, répéter ce que vous avez dit en commission pour pouvoir dire j'avais raison, c'est ça? Non, j'ai dit, j'informe les conseillers municipaux des aides qui peuvent nous être apportées. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... alors, pardon, c'est marrant, on a de suite dérivé, mais vous aviez évoqué différentes choses. Là, pareil, sur le fait que les commissions ne se tenaient pas, que c'était compliqué, que vous étiez toute seule, ceci, cela. Mais oui, je crois que j'ai commencé par là. Je vous ai dit, à l'heure actuelle, il y a de la difficulté à installer des commissions. Il y en a une hier soir à ADS, je crois. Il y en a une lundi Solidarité. Il y en a une hier soir à ADS. Il y en a une lundi Solidarité. Mercredi Solidarité. Travaux. Alors on peut faire le tour si vous voulez, parce qu'effectivement, il n'y en a pas encore. Il va falloir les mettre un petit peu en perspective parce qu'il y a des choses. Mais il va falloir la programmer. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Excusez-moi, finance, il y en a eu plusieurs dans le cadre de la préparation. La prochaine, sans doute, début juillet. Avant le 14 juillet, mais la date n'est pas fixée. Avant le 14 juillet. Voilà. Oui, et c'est vrai que, enfin, excusez-moi, c'est surtout pas une excuse, mais c'est compliqué de les organiser, c'est difficile. Elles ont été peut-être beaucoup plus actives il y a quelques temps. Ceci dit, il y a un budget à exécuter, il y a des actions à mener, et voilà, elles sont menées. Après, vous participez à combien de commissions, Madame Charbois? Je n'ai pas compris. 3. Non, 5. 5. Oui. Vous êtes bien présente. Alors, finance? Non. Urbanisme, ouais. Solidarité, communication, association et CCAS. D'accord. Bon, vous avez fait quand même, je pense, depuis le début de votre mandat, même dans les conditions que j'ai décrites, un certain nombre de réunions. Enfin, vous avez été à toutes? Oui. Donc ça en fait déjà un certain nombre, je suppose, non? Oui, mais... Et donc je vous remercie pour le travail que vous menez au sein de ces commissions. Après, laisser penser qu'on ne pourrait pas travailler ensemble, excusez-moi, hein, c'est un procès d'intention, tout simplement. Je ne vois pas pourquoi. Après, il faut aussi accepter de ne pas être on va dire une majorité. Hein. C'est pas parce que vous proposez des choses qu'elles seront forcément acceptées. Si c'est ça le problème, c'est simplement le jeu de la démocratie. Ça. Donc, et après, les arbitrages. Alors après, c'est vrai qu'on n'est pas dans la logique du yaka faucon, mais c'est l'exercice qui veut ça. C'est-à-dire qu'il y a une majorité, il y a une proposition, il y a des propositions, y compris majoritaires, qui ne seront pas suivies parce que mais ne sont pas réalistes, etc., etc. Il y a des boîtes à idées, tout n'est pas possible. Enfin, excusez-moi, mais ça, c'est juste la vie démocratique locale. Participation, action, mais tout n'est pas possible. Donc il ne faut pas être frustré par rapport à ça. C'est juste l'exigence de l'exercice. Mais je pense que vous le comprenez parfaitement. Enfin, et vous avez eu raison de dire que les commissions ne sont pas décisionnaires et qu'elles sont force de proposition, force de travail, force de concertation, de remue-ménage, etc. Et que la seule instance décisionnaire, c'est bien
notre conseil municipal qui vote en son âme et conscience. Après, je ne vous laisserai pas dire heureusement que vous êtes là en laissant penser qu'il n'y a que vous qui faites des propositions. Je vous assure que même si au sein de ce conseil il n'y a pas beaucoup de prise de parole de la part des élus du groupe majoritaire, il y a beaucoup d'activités, que ce soit dans les différentes commissions ou au sein de la vie de ce groupe majoritaire. Et je crois que vous l'avez, parce que ça je l'ai revu sur le film, je crois que vous l'avez compris l'autre jour, parce que les réactions ont été un peu vives. Vous avez laissé penser que heureusement que vous étiez là. Mais c'est pas grave, ça fait partie du débat. Et moi je le souhaite le plus serein, le plus abouti et le plus constructif possible. Est-ce qu'on a fait le tour? Alors j'aimerais vous dire aussi que on essaie de voir au bout du tunnel sur l'organisation de cet été et en prémisse de cette saison peut-être du retour de la brocante. On ne sait pas. La dernière fois je vous avais dit, je crois que vous m'aviez interrogé, M. Capennegui, sur quand c'est que la brocante allait revenir. Et à l'époque, les éléments informatifs qui m'avaient été donnés, je crois que je vous avais dit, écoutez, j'espère qu'on pourrait voir un bout du tunnel mi-mai, auquel cas ça aurait pu être une brocante autour du 20 mai, je crois que c'était ce qui était prévu. Ouais, sauf que là pour le coup, avec le nouveau confinement, etc., je viens de voir sortir un article où les brocantes sont interdites sur l'ensemble du département. Donc on ne va pas aller provoquer le virus, il fait assez de dégâts comme ça, même si il n'a pas de velléité particulière sur Aes. Et une fois que je dis ça, je dois aussi dire que nous avons vécu un épisode au niveau de l'école, qui a été un épisode assez difficile, mais que, pourquoi? Parce qu'un cluster s'est déclaré, un cluster à 5 gamins, je crois que c'est ça, sur les différents niveaux, que l'école d'éducation nationale avait mis en place un nouveau concept qui était celui de l'école ouverte mais sans élèves. Ça, j'avoue que je n'ai pas bien intégré ce que pouvait être ce nouveau concept, parce que l'école ouverte, elle restait ouverte, mais les élèves étaient déclarés cas contact, donc ils devaient tous rester à la maison et se faire tester 2 fois avant de revenir. Heureusement, je vais le dire comme ça aussi, ça n'a pas été plus loin. Dans ce cluster-là. Il a été identifié, si je me permets d'utiliser le terme cluster, c'est parce que les autorités départementales, la préfecture l'a déclaré comme cluster, alors que je n'étais même pas au courant que c'était un cluster. Mais bon, je m'en suis ouvert aux autorités académiques en envoyant une lettre pour leur dire que je ne comprenais pas véritablement quelle était la relation qu'ils souhaitaient entretenir entre les services centralisés de l'éducation nationale, centralisés à Pau, et les communes, dans la commune d'Aes dont j'étais le maire. Bon, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On accueille les gamins qui sont les gamins prioritaires. Cet après-midi, il y a eu une visioconférence, il y en aura une autre vendredi, parce que nos services continuent de fonctionner, même si officiellement la crèche est fermée. Il y a un accueil pour ce qu'on appelle les enfants prioritaires. Des visios sont organisés. Tous les jours, voilà. En plus de l'accueil d'urgence. En plus de l'accueil d'urgence. Donc nos services sont en fonctionnement. Nous avons organisé des modalités de télétravail au sein des services administratifs, mais tout en considérant que ces services administratifs devaient participer à la continuité des services publics au sein de nos administrés, c'est-à-dire que la mairie reste ouverte, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Les services sont ouverts, mais fonctionnant en mode peut-être parfois un petit peu décalé. C'est valable pour le service urbanisme, pour le service finance, voilà. Donc on a organisé du télétravail, tout en permettant quand même à ces services de fonctionner. Je pourrais dire aussi un petit mot sur les vaccinations, puisque au tout début de la campagne de vaccination, c'est-à-dire au mois de janvier-février, nous avions porté notre candidature pour être centre de vaccination. À cette époque-là, et pour différentes raisons, comme on nous l'a expliqué par la suite, mais on n'a même pas reçu de réponse encore. Et puis petit à petit, grâce aux interventions des médecins du village et compagnie, on a réussi à mettre en place les jeudis après-midi un
un centre de vaccination. Donc je crois qu'il y a eu trois après-midi, avec aux alentours d'une trentaine de vaccinés à chaque fois, je crois 28, 27, et aux alentours de 28, vraiment. C'était important, ça va continuer, mais peut-être sous des modalités différentes. On est en train d'essayer de trouver comment s'inscrire, etc. Vous savez que les tranches d'âge ont aussi évolué. C'est important de pouvoir, dans la proximité de notre village, trouver ces services. Encore une fois, pour ceux qui souhaitent être vaccinés et, à mon sens, de cette façon, combattre le plus efficacement possible le virus, j'allais dire les virus. Il y en a un qu'on croit pouvoir combattre, mais se déclinant sous différents variants, on se rend compte que ce n'est peut-être pas aussi évident que ça, et qu'il va falloir de la volonté, de la discipline, peut-être de l'imagination, mais en tout cas pas mal de résilience pour continuer à vivre, non pas toutes choses égales par ailleurs, mais en comprenant bien ce que sont aujourd'hui ces contraintes imposées aux populations. Je faisais part tout à l'heure des éléments un peu prohibitifs. Oui, il y a des rondes de gendarmerie. Oui, il y a eu des amis, voisins, etc. qui ont été verbalisés. Ne jouons pas avec ces règles, c'est le plus sûr moyen, très certainement, de ne pas être verbalisé. Et peut-être, et je l'espère en tout cas, le plus sûr moyen de combattre aussi cette épidémie. Voilà, il n'y a pas de petits gestes. Tous les gestes sont des gestes importants dans ce cadre-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que j'oublie quelques sujets? Non Juste une petite remarque par rapport au Covid. Donc en début du Covid, vous avez dit que vous allez mettre en place un copil et qu'on tiendrait au courant des actions menées. Donc là, vous venez nous informer par rapport à l'école publique, à la campagne de vaccination. Est-ce qu'il serait possible qu'en tant qu'élu, on soit mis au courant, dans les prioritaires, mais qu'on soit mis au courant plus vite, s'il vous plaît, parce qu'il y a aussi des administrés qui nous posent des questions, et finalement on n'est pas en capacité de leur répondre. Alors, moi j'ai eu des retours par rapport à l'école, par rapport à la vaccination sur AIDS. Je ne peux pas vous renseigner. Donc, alors je peux aller un peu plus loin dans la déclinaison du dispositif si vous le souhaitez, en sachant qu'on est à chaque fois sur la conjugaison du temps de l'action et qui ne s'accompagne pas toujours du loisir de communication. Tout à fait d'accord. Et c'est une limite. Je vais prendre pour exemple ce qui s'est passé dans la déclaration des cas de l'école. Un premier cas nous est apparu le mardi, avec confirmation du test le jeudi, et rien ne se passe. Les autorités académiques, sanitaires sont informées, mais rien ne se passe, en nous disant juste « soyez le plus vigilant possible ». Merci. Le dimanche matin, nous apprenons par retour croisé de la directrice de l'école, des services des familles et de nous-mêmes. Et là, on mobilise une micro-cellule pour pouvoir informer les familles le dimanche matin, on va dire, des 2 cas supplémentaires qui se posaient. Et donc de la conduite à tenir dans les 48 heures. Puis, à nouveau le mardi, 2 nouveaux cas qui, là, sont pris en charge directement par, on va dire, les services ARS et l'Éducation nationale, qu'on sollicite en permanence pour nous dire quelle était la conduite à tenir. Et pas de réponse. Tout au long de la journée, appel téléphonique, relance mail, tout ça pourrait être à votre disposition. Et un jour ou l'autre, il faudra faire le bilan. Mais très honnêtement, aujourd'hui, moi, je ne suis pas dans la perte du temps de bilan. Je suis dans l'action et dans la vigilance la plus proche possible des actions à mener. Et là, le mardi après-midi, j'attends. Et à 4 heures, je déclenche une réunion que je vais appeler réunion de crise. On en avait déjà eu d'autres. À la même période l'année dernière, on avait effectivement un comité de pilotage
avec des élus, les représentants de parents d'élèves, les représentants des enseignants, des associations, etc. Et en fonction du périmètre des actions qu'on a menées, on invite ou pas le comité de pilotage. Et là, le mardi après-midi, j'attendais une réponse pour savoir quelle était l'attitude de l'Éducation nationale pour le jeudi. En sachant que, il me semble que les mesures sont mieux acceptées quand elles sont cohérentes, quand elles sont convergentes, et qu'elles participent, on va dire, à une convergence de point de vue. Et là, malgré mes non-relances, aucune information, je me permets de le dire à ce conseil, et je sais qu'il est filmé parce que ça pourra faire un excellent point pour les différents acteurs plus tard, aucune information sur la conduite à tenir de l'école le jeudi. Donc à 16h30, j'invite tout ce monde en mairie et j'annonce que n'ayant aucune information, mais sur la conduite de l'Éducation nationale, donc nous pouvons prendre des décisions en convergence et en cohérence par rapport à l'action du jeudi, je prenais la décision de fermer le centre de loisirs le mercredi. Peut-être qu'à l'Éducation nationale, on n'a pas considéré que le mercredi, il y avait encore des services qui fonctionnaient, que c'était aussi des élèves, que c'était aussi des gamins qui, le jeudi... bon. Donc, j'ai consulté mes services et l'association des parents d'élèves et la directrice de l'école pour savoir, non pas partager ma décision, mais pour les associer à cette décision et savoir comment on pouvait prendre les mesures les plus adaptées, parce que c'est pareil, hein. Comment on communique, sur quel support, qui fait quoi, comment on agit, sur quel support, qui fait quoi, et comment on évalue les actions pour pouvoir repositionner les actions à venir. Donc là, j'ai annoncé cette décision, on a communiqué de suite par les différents canaux. Là, c'était de la communication d'urgence, d'efficacité, de pratique, pragmatique. Ce qui a fait que le mercredi matin, mais bien que le centre de loisirs soit fermé, il n'y a pas eu de problème chez les gamins et les familles. On n'en a pas eu. On a temporisé toutes ces journées pour savoir si l'Éducation nationale, etc. L'Éducation nationale a fait passer des messages comme quoi les gamins n'étaient qu'à contact, l'école n'était pas fermée, mais qu'il fallait que le gamin ne vienne pas, et ce, jusqu'au mardi d'après. Et ce, jusqu'au mardi d'après. C'est à peu près ça. Voilà. Donc, et avec la particularité que dans cette école n'avait plus d'élèves du CP au CM2, mais conservait la section maternelle, dans laquelle il y avait des frères et des sœurs, ouverte et active. Et active. Voilà. Donc ça, c'était le mardi soir. Le jeudi matin, je me suis rendu dans l'école et auprès des services pour savoir comment les choses sont organisées. Voilà, mais les choses se sont organisées. Moi, je n'ai pas de prérogative sur le temps scolaire, mais grâce à l'efficacité de Madame la directrice, on a trouvé les bonnes modalités. Nos services se sont adaptés et ont agi. Sur ce est venu se déclarer un cas dans notre personnel aussi. 2 cas dans notre personnel qu'on a pu isoler, etc. Enfin bon. Et heureusement, et je vais le dire comme ça, heureusement, alors après, est-ce que c'est lié aux mesures, à la réactivité des uns, des autres, etc. Heureusement, ça n'a pas flambé. Ça n'a pas flambé. On peut déjà se contenter de ça. Par contre, c'était bien du variant anglais qu'il s'agissait, et vous savez que ce variant est parti, même s'il n'est pas plus dangereux, il est plus dangereux du fait de sa contamination beaucoup plus dynamique et active. Voilà. Donc le jeudi, on est reparti dans et puis après, ça a été un suivi permanent jusqu'au mardi, et puis le mercredi, on a rouvert le centre de loisirs. Voilà. Le jeudi, l'école a été à nouveau ouverte pour pouvoir refermer le lundi. Voilà. Et entre-temps, le mardi après-midi, le mercredi soir, le président de la République faisait une déclaration annonçant un nouveau confinement qui n'en est pas un, mais tout en étant un. Enfin, en tout cas, les nouvelles mesures de protection contre le virus. Et le vendredi, nous mettions en place les éléments qui permettaient d'envisager la semaine d'après, qui était une semaine, là pour le coup, de fermeture des établissements
et de protection chez soi avec la continuité pédagogique. Et là, nous sommes dans la première semaine de vacances. Voilà. Donc centre fermé, crèche fermée, accueil pour les personnels prioritaires, mais continuité d'un service dégradé autour de visio, autour... Voilà. Ça n'empêche pas, je vous le dis, parce qu'on y était encore tout à l'heure, nos gamins, nos familles, de jouer à la pelote ici, là. Moi, je ne peux pas faire la police en permanence sur des rassemblements de plus de 6 personnes. Il faut aussi que chacun soit en responsabilité par rapport à ces éléments-là. Il en va d'une responsabilité individuelle et citoyenne. Donc, par rapport au comité de pilotage, M. Labatte, oui, on ne vous a pas forcément sollicité, mais comme oui, les élus les plus proches que j'ai pu solliciter, c'est bien Odette Coquerel qui sollicite son équipe autour de Marie-Christine Brucois, autour de Laetitia Guédon, autour de Marie, je crois que tu es venue, non François non plus, enfin bon. On avait demandé à participer, l'an dernier on n'avait pas pu, mais au moins quand il y a une décision actée et prise, qu'on soit mieux au courant si possible. Oui. Quand c'est acté, voilà, quand c'est sûr, écrit, validé. Oui. En plus, si on nous demande de répondre. Je vais vous dire, les élus de la majorité, il n'y a pas une discrimination particulière sur les. Voilà. Oui, c'est peut-être une limite. Je suis plus attentif à ce qu'il faut faire qu'à la communication qu'il conviendrait peut-être d'engager parce que je fais aussi confiance. Par exemple, sur les parents d'élèves, je leur ai dit de communiquer à leur propre adhérents. Et voilà. On a travaillé, on va dire, par ciblage respectif. On appelle ça comment ce sont les réseaux. Oui, les réseaux, par réseau et par... il y a un nom particulier sur... mais bon, en activant ces réseaux et ces... Je ne sais pas le mot, mais voilà. Et, enfin, si on peut constater quelque chose, c'est que... Enfin, je crois pouvoir dire que c'est relativement efficace pour les gens concernés. Ah, oui. Après, pour les gens concernés. Après, c'est vrai que... en tant qu'élu, je me suis senti mal à l'aise. C'est peut-être pas. Comment ? En tant qu'élu, je me suis senti mal à l'aise de ne pas vous répondre et de dire que je ne suis pas au courant du tout. Quoi. Voilà, on fait partie quand même d'un cercle élu où on devrait quand même être au courant quand l'école publique est fermée, Elle n'était pas fermée. Ou quand le centre de loisirs est fermé. Voilà, on est juste l'information quand c'est acté. Je ne demande pas après de communiquer sur tout. Oui, je l'avais fait. Quand c'est acté, voilà. Vous avez raison, je l'avais fait sur les premières décisions que j'ai été amené à prendre l'année dernière. Je l'avais fait et là je ne l'ai pas fait. C'est vrai. Mais à coup pas. Non, ça j'en parle pas, excusez-moi, c'est un effet d'opportunité. Je m'adresserai à la personne. Non, notre DGS me propose un document sur lequel je pourrais vous solliciter. Et non, je ne vais pas. Alors je vais vous le montrer en vous disant que je n'en parle pas. Vous voyez, je suis pire que l'éducation nationale. Voilà. Mais j'irai voir la personne qui m'a fourni ça pour pouvoir lui expliquer pourquoi je n'en parle pas au sein de ce conseil. Voilà, messieurs, dames, est-ce qu'on a fait le tour des sujets qui pouvaient vous intéresser à ce moment-là? Auquel cas, je vais, comme d'habitude, fermer ce conseil.